Bonjour, nous sommes le dimanche 8 décembre 2024 et le sujet est le Proche-Orient et en particulier la Syrie, puisque depuis pas mal de temps, c'était 2011 déjà les conflits en Syrie avec les soi-disant rebelles syriens qui venaient des quatre coins du Proche-Orient, à plus de 90%. Comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a des instabilités dans certains pays, c'est surtout des forces extérieures qui viennent foutre la merde. Et depuis 2011, il y avait pas mal de conflits en Syrie, et ça s'est calmé il y a quelques années. Et ces dernières semaines, ça a repris de plus belle, puisque d'après les dernières informations, Bachar el-Assad aurait quitté le pays à bord d'un avion pour une destination relativement inconnue pour l'instant. Sûrement un pays allié, l'Iran ou la Russie. Et donc nous allons voir ça ensemble. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Syrie, un tournant historique après la chute du régime Assad, soi-disant un dictateur. Rappelez-vous de la Libye. Aussi, c'était un dictateur tyrannique et la Libye a été libérée, soi-disant, de ce tyran. La Libye, aujourd'hui, c'est plus rien quasi. À la télévision publique, les rebelles ont confirmé la chute de Bachar el-Assad. Le chef du gouvernement syrien à Damas, Mohamed al-Jalali, s'est dit prêt à coopérer avec les nouveaux dirigeants. Oui, qui le soutient, d'où viennent ses armes, hein, on le sait très bien. Les groupes rebelles entrés à Damas ont annoncé la fuite du tyran Bachar el-Assad, appelant les Syriens exilés à l'étranger à rentrer dans une Syrie libre et proclamant Damas libre de la tyrannie. Quelle tyrannie? On sait très bien que le chaos en Syrie profitera aux voisins israéliens, comme c'est le cas depuis le 7 octobre avec Gaza. Après Gaza, ils sont passés au Liban. Il y a eu quelques conflits avec l'Iran. Le numéro 1 du Hamas a été liquidé en Iran. Après, c'était il y a quelques mois de cela, c'est pas si loin que ça. Le numéro 1 du Hezbollah également éliminé. Et les 10 ou 20 premières têtes aussi également. Donc après Gaza, Liban, c'est autour de la Syrie. Ça passera après sûrement à la Jordanie ou l'Irak. Après, ils ont pas mal d'alliés dans différents pays de la région. Donc ce sera relativement... ce sera pas nécessairement un conflit armé quand ils vont étendre leurs frontières. D'après certains, c'était une théorie du complot. On sait très bien que leur théorie du complot, c'est jusqu'à ce que ça se révèle être vrai. Il y a plus de complot que de théorie. Une offensive éclair, prenant de court le pouvoir de Bachar el-Assad et la communauté internationale, HTS et plusieurs groupes rebelles alliés ont lancé le 27 novembre une offensive fulgurante qui leur a permis en quelques jours seulement de prendre le contrôle de plusieurs métropoles. D'abord Alep, nord, puis Hama et Homs, dans le centre. Les provinces dans l'est et le sud, notamment Dera, berceau de la révolution de 2011, sont tombées aux mains de rebelles quand des combattants locaux ont pris le contrôle sur le terrain à la faveur d'un retrait des forces du régime. D'un autre côté, la Syrie était soutenue par la Russie, militairement, et comme là elle est occupée depuis quasi 3 ans sur le front ukrainien, surtout que l'Ukraine est soutenue par l'OTAN, donc l'OTAN c'est aux alentours d'une trentaine de pays, donc ils ont pas mal à faire. Biden suit les événements syriens. Bon, de toute façon, il lui reste même pas 2 mois, 1 mois et demi. Pour Trump, Bachar el-Assad a été lâché par la Russie. Le président syrien Bachar el-Assad a fui la Syrie après avoir perdu le soutien de son protecteur, la Russie, a affirmé le président élu américain Donald Trump sur sa plateforme Truth Social. Assad n'est plus là, il a fui son pays, son protecteur, la Russie, dirigée par Vladimir Poutine, ne souhaitait plus le protéger, a écrit M. Trump, qui prendra ses fonctions le 20 janvier. Est-ce que la Russie n'a plus souhaité protéger Bachar el-Assad ou est occupée à autre chose? Selon lui, la Russie a perdu tout intérêt pour la Syrie à cause de l'Ukraine, où près de 600 000 soldats russes sont blessés ou morts, dans une guerre qui n'aurait jamais dû commencer et qui pourrait durer éternellement. Éternellement, il ne faut peut-être pas exagérer, ce sera un conflit plus ou moins un marasme. Là, ça fait déjà 3 ans. La Russie et l'Iran sont actuellement affaiblis, l'une à cause de l'Ukraine et d'une mauvaise économie, l'autre à cause d'Israël et de ses succès au combat, a ajouté Trump. Succès au combat, faut pas oublier qu'ils sont grandement soutenus par les États-Unis, militairement.
Israël sous tension sur le plateau du Golan, la partie syrienne qui est occupée par Israël depuis pas mal de décennies. Et donc ça s'est accéléré ces dernières semaines, en 2-3 semaines. La situation s'est renversée. Et comme je disais précédemment, Daesh, pour les Américains, ça s'appelle ISIS. ISIS qui est aussi un acronyme pour Israeli Secret Intelligence Service, qui est le mot, on va dire, l'appellation anglaise pour le Mossad. You tell the story about how you try to find out what they call the Mossad when they deal with publicly? I thought it was a reasonable question, but the trouble is you can't pick up the phone book. There's no Langley in Israel that you can look up, CIA or in our case the Mossad. We thought we should ask, what shall we call it in English? You can translate the Hebrew words, as I said, Mossad is institute, but when they write a letter to their friends in the CIA or the British intelligence, what do they call themselves? It took a while. It was a matter of asking the Prime Minister's spokesman. The best you could do, because officially the Mossad is under the Prime Minister's office. And I think he sort of wondered why you want to know and all that, so we explained. And he came up with the Israeli Secret Intelligence Service. I mean, if it were to have initials, it would be ISIS. Just simple words like that. Interestingly enough, kind of a British model. The British don't really like the names MI5 and MI6 for their foreign service. They prefer SIS, Secret Intelligence Service. Bon, ça c'est une information parmi tant d'autres, puisque ça date des débuts des années 90, donc quasi 35 ans. Ce qui est curieux aussi, c'était le général Wesley Clark. Il a une vingtaine d'années déjà, puisque c'était le 8 décembre, c'était en 2007, non, c'était un peu moins d'une vingtaine d'années. Et il parlait de papiers concernant l'expansion, on va dire, ou l'intervention des États-Unis dans différents pays, que ce soit au Proche-Orient ou en Amérique du Sud. Et qu'en 5 ans, il y aurait 7 pays qui tomberaient. Ça a pris un peu plus de temps. On sait par exemple qu'il y avait le Venezuela dans la liste, où il y avait son dirigeant qui est mort il y a quelques années déjà, d'un cancer. About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs. Il parlait qu'une dizaine de jours après le 11 septembre, il était au Pentagone et qu'il a vu Paul Wolfowitz. Just to say hello to some of the people on the joint staff who used to work for me, and one of the generals called me and he said, "Sir, you got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No." He says. Il lui dit qu'il avait des informations pour lui. Ça, c'est un peu de. We've made the decision we're going to war with Iraq. This was on or about the 20th of September. Ça, il parle que 10 jours après le 11 septembre, il avait des informations comme quoi ils iraient en guerre contre l'Irak. Tout ça a été planifié, bien évidemment, le 11 septembre, un peu comme le 7 octobre. Tout s'enchaîne comme une chute de domino. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." Alors, il lui demande pourquoi on ira en guerre contre l'Irak. Il dit, il n'en sait rien du tout. He said, "I guess they don't know what else to do." On sait très bien que les armes de destruction massive en Irak, c'était totalement du foutage de gueule, puisqu'il y avait déjà la tempête du désert dans les années 90 sous Bush senior, et que l'Irak était sous embargo. On se rappelle de pétrole contre nourriture, et que tous les programmes qu'ils étaient chimiques, biologiques ou nucléaires étaient mis à terre. Faut pas oublier que Saddam Hussein aussi était un allié des États-Unis contre l'Iran. Tout comme Ben Laden était un allié des Américains contre l'Union soviétique dans les guerres en Afghanistan dans les années 70. I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." Bon, il disait qu'il n'y avait pas de lien entre l'Irak et Al-Qaïda, mais bon,
comme ils ont la puissance militaire, autant faire quelque chose. Came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to Et quelques jours plus tard, il parlait qu'ils étaient déjà en guerre contre l'Afghanistan. war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said he reached over on his desk, he picked Et donc après l'Afghanistan et l'Irak, c'est pire que ça, puisqu'il y a une liste justement de 7 pays qui devaient tomber. up a piece of paper. He said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years. Donc il parle d'un mémo, d'un bout de papier là, qui parlait d'éliminer 7 pays, on va dire, en l'espace de 5 ans. Starting with Iraq and then Syria, Lebanon. Alors ici il parlait. Starting with Iraq and then Syria, Lebanon. Là, il parlait de Irak, Syrie, Libanon, c'est le Liban. Libya, Somalia, Sudan. La Libye, la Somalie, le Soudan. And finishing off Iran. Et que ça se finirait avec l'Iran. The truth is about the Middle East is, had there been no oil there, it would be like Africa. Nobody is threatening to intervene in Africa. The problem is the opposite. We keep asking for people to intervene and stop it. And there's no question that the presence of petroleum throughout the region has sparked great power involvement. Whether that was the specific motivation for the coup or not, I can't tell you, but there's always been this attitude that somehow we could intervene and use force in the region. Ouais, il parle d'intervention principalement à cause des ressources pétrolières, mais ça c'est un écran de fumée, tout ce qui est ressources pétrolières, en gaz ou pétrole dans la région, puisque le monde est un échiquier. Il y avait un livre comme ça, Le Grand Échiquier Mondial, ou Le Grand Échiquier, qui est sorti fin des années 90. C'était écrit par Zbigniew Brzezinski, et il parlait justement de l'expansion américaine sur le continent eurasiatique. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les Américains sont présents sur le continent eurasiatique, c'est-à-dire en Europe, et au Japon, et en Corée du Sud. Et depuis les années 90, ils sont présents au Proche-Orient. Les Américains, ils appellent ça le Middle East. Et ils étendent leurs bases un peu partout. Ils étendent aussi les pays membres de l'OTAN. Et donc le but des États-Unis est de contrôler le mainland, c'est-à-dire la terre centrale eurasiatique. Et donc ils doivent obligatoirement titiller les Russes et essayer de les vaincre. Merci pour votre écoute et à la prochaine.